sweet, never let me go. Ah, Elvis, The King, tout le monde connaît au moins le personnage, et probablement au moins une de ses chansons. Bien qu'aujourd'hui, il persiste dans la culture collective essentiellement grâce à ses sosies qui célèbrent des mariages à Las Vegas, Elvis a marqué une génération entière, participant à l'essor et à la popularisation du rock'n'roll dans le monde entier. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un moment un peu moins glorieux dans la vie du King, on va parler de sa mort. Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. Nous sommes le 16 août 1977, le King se trouve alors dans son manoir situé à Memphis. Sa petite amie, Ginger Alden, va le retrouver gisant au sol dans la salle de bain de la plus grande suite. Après de vaines tentatives de réanimation, il est déclaré mort à 15h30 le même jour. Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. Une autopsie va être rapidement pratiquée et le légiste, Jerry Francisco, est sans appel. C'est un arrêt cardiaque sans rapport avec une consommation de drogue. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains affirment que le King est mort d'une overdose, d'autres qu'il a fait un choc allergique à la codéine. On a effectivement retrouvé 14 substances de son organisme, dont 10 en quantité importante. Il se trouve que le King n'était pas vraiment en forme. Il souffrait de diabète, de glaucome, il abusait de diverses substances pour des douleurs articulaires, dont un certain nombre de narcotiques et d'opiacés. Il était aussi connu pour avoir une insuffisance cardiaque avec un cœur dilaté. Un détail, cependant, va être apporté par sa petite amie, qui va déclarer la chose suivante, je vous le traduis. Elvis semblait pétrifié dans une position assise, comme s'il était mort en utilisant les toilettes, et qu'il était tombé ensuite en avant, juste devant les chiottes. Alors oui, je ne vous ai pas tout dit, en fait, il y a une chose dont Elvis souffrait beaucoup, c'est de constipation sévère, et probablement au moins en partie à cause de son abus de médicaments dont certains sont connus pour ralentir le transit. Il y a donc un faisceau d'arguments solides qui nous indique que le King est mort assis sur ses chiottes en essayant de déposer le bilan. Quoi? Mais alors est-ce que c'est fréquent de mourir sur ses chiottes et pourquoi? Love me tender, love me sweet, never let me go. Alors dans cette vidéo, on va essayer autant que faire se peut de ne pas employer deux fois la même expression pour exprimer l'acte de défécation. On va donc mettre un petit caca compteur qui va décaca compter le nombre d'expressions différentes pour en parler. Donc avant de parler des causes probables et si oui ou non il est possible de mourir en démoulant un cake, parlons de ce qui se passe concrètement lorsque vous vous apprêtez à libérer le kraken. Donc, si vous ne connaissez pas l'anatomie de votre bas-fond, on va faire un petit rappel rapide. Votre tube digestif commence au niveau de votre bouche. Puis il y a votre œsophage qui fait transiter les aliments ou les boissons jusqu'à votre estomac. L'estomac va commencer le processus de digestion grâce à des enzymes et à son contenu acide, puis le contenu va se déverser dans le duodénum, où la digestion se poursuit avec le concours des enzymes pancréatiques. Puis après le duodénum se situe le jéjunum, puis l'iléon, communément appelé l'intestin grêle. Ils vont permettre l'absorption d'une grande partie des nutriments, puis vient le côlon avec ses différents segments, le côlon droit, le transverse, le côlon gauche, le sigmoïde et le rectum. Le côlon, il est là pour fabriquer le caca, c'est-à-dire absorber les derniers nutriments et surtout l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Au fur et à mesure de la progression des selles dans le côlon, elles s'assèchent. Puis elles seront éliminées hors du corps par l'anus formé de deux sphincters pour assurer sa continence. Le sphincter anal interne et le sphincter anal externe. Avant leur expulsion, elles sont brièvement stockées dans le rectum, que l'on appelle par sa forme l'ampoule rectale. Ce qui ne veut pas dire que le fait d'y introduire des ampoules fait de vous une lumière. Bon du coup, que se passe-t-il quand on a le 747 en bout de piste? La progression des selles au niveau de l'ampoule rectale va distendre les parois du rectum et augmenter la pression dans cette dite ampoule. Cette pression, elle est captée par des mécanorécepteurs qui signalent à votre cortex la présence de contenu rectal.
Cette augmentation de pression, eh bien, c'est le déclencheur de la sensation du besoin exonérateur, la façon médicale de dire qu'on va déposer les enfants à la piscine. À ce moment, le rectum va se contracter sur lui-même pour faire sortir les selles en direction de l'anus. Et après, eh bien, c'est à vous de jouer. Si la situation le permet, eh bien, c'est le moment de débriefer le dîner, ou sinon, on se retient et le sphincter anal externe reste fermé, c'est la continence. Prenons la situation où vous avez le bobsleigh dans le dernier virage et que vous vous apprêtez à faire la photo finish. Le sphincter anal externe va se décontracter et se dilater pour permettre aux selles de sortir. Il va donc y avoir plusieurs étapes pour pouvoir bénir les lieux. Et toutes sont aussi importantes l'une que l'autre. Les muscles de l'abdomen se contractent, réalisant la poussée abdominale, associée à ce que l'on appelle la manœuvre de Valsalva, qui va en position assise favoriser l'ouverture de l'angle ano-rectal et l'alignement du rectum dans l'axe de l'anus. Le muscle puborectal et le sphincter anal externe se relâchent. Le canal anal se rétrécit, le passage des selles à travers le canal va déclencher le réflexe ano-sigmoïdien qui va entraîner sous la commande du nerf vague la contraction de la vidange du sigmoïde. Puis les muscles du plancher périnéal permettent la stabilité de l'anus et du rectum pendant la poussée, et une fois terminé, le sphincter anal externe et le muscle puborectal se contractent et l'angle anorectal se referme. Petite précision, lorsque les selles arrivent dans le rectum, celui-ci peut se distendre et la baisse de la pression rectale entraîne une baisse de la sensation d'avoir la tortue derrière la vitre de l'aquarium. Et c'est votre cerveau qui va majoritairement inhiber cette sensation. Donc c'est le contexte social qui est prépondérant dans notre fréquence des Eurostars dans le tunnel. Et ça explique pourquoi en vacances ou lorsque vous n'êtes pas dans votre environnement naturel ou normal, votre rythme va se modifier. Toutes ces étapes sont cruciales pour pouvoir permettre de faire sortir le pingouin de l'igloo sans problème. Et si une ou plusieurs dysfonctionnent, eh bien c'est le risque de constipation. De façon assez naturelle, on va essayer de compenser certaines étapes en exacerbant certaines autres. Et notamment la première, celle de la poussée abdominale et de la manœuvre de Valsalva. Et c'est précisément ce dont on va parler maintenant, cette fameuse manœuvre de Valsalva. Love me tender, love me sweet, never let me go home. Bon, c'est quoi la manœuvre de Valsalva et quel rapport avec le fait de vouloir faire passer la taupe de l'autre côté du guichet? Cette manœuvre, elle a été décrite par Antonio Maria Valsalva en 1704 dans son ouvrage De Ore Humana. Il l'utilisait pour évacuer du pus à travers l'oreille moyenne après avoir percé le tympan des patients. Pour l'oreille, cette manœuvre consiste à équilibrer la pression entre l'extérieur de l'oreille et l'intérieur de l'oreille. C'est ce que l'on fait quand on se bouche le nez et que l'on souffle très fort. On le fait en plongée, lorsqu'on passe sous un tunnel ou qu'on décolle ou atterrit en avion. En gros, on va faire une expiration forcée en fermant la bouche et en se bouchant le nez. La pression dans le thorax va augmenter ainsi que la pression dans l'abdomen. Ce qui nous intéresse ici pour aider à l'évacuation fécale. Mais cette manœuvre a d'autres conséquences car elle va aussi stimuler le réflexe vagal. Le réflexe vagal apparaît lorsque l'on va stimuler le nerf pneumogastrique ou nerf vague. Les effets de la stimulation vagale sont multiples avec notamment l'accélération du transit intestinal, mais aussi la contraction des bronches et le ralentissement du rythme cardiaque. Vous connaissez tous le malaise vagal où une surstimulation du réflexe vague va entraîner un ralentissement jusqu'à la pause cardiaque et donc la survenue d'un malaise avec perte de connaissance. En pratiquant un effort expiratoire à glotte fermée, c'est le nom compliqué de la manœuvre de Valsalva, eh bien on va stimuler le réflexe vague. Ce qui n'est pas une mauvaise chose quand on veut payer l'addition. Mais cela va aussi avoir des conséquences sur le cœur. Cette manœuvre, elle est même utilisée pour traiter des troubles du rythme cardiaque comme la maladie de Bouvray, une tachycardie assez répandue. Bon, quand on est constipé, on a tendance à abuser de cette manœuvre pour augmenter la pression abdominale et essayer de libérer le kraken. C'est une explication probable de ce que l'on appelle le commodécardia ou la mort sur les chiottes pour parler plus directement. Dans le premier tiers du XXe siècle, on notait de façon singulière une fréquence assez importante des décès inopinés de patients utilisant des bassins de lit. Le phénomène était inquiétant et le docteur Johnson Maguire, ici même, à Cincinnati, s'est emparé du problème. Son hypothèse est simple, la manœuvre de Valsalva, en augmentant la pression intrathoracique, stimule le nerf vague et arrête le cœur. L'autopsie de 11 patients décédés immédiatement après ou pendant l'utilisation du bassin de lit a révélé la présence de pathologies aortiques, valvulaires et plus largement cardiaques chez l'ensemble de ces patients. On retrouvait aussi chez un patient une embolie pulmonaire. La pression artérielle observait des écarts très importants durant la manœuvre et pouvait atteindre parfois des valeurs alarmantes de 240
sur 165 mm de mercure pour une norme à 140 sur 90. La manœuvre augmentait de façon importante les pressions intra-aortiques et les pressions intraveineuses et réduisait la perfusion coronaire et le flux sanguin cérébral. Or, lorsqu'on défèque sur une bassine au lit, on utilise en moyenne 6,6 fois la manœuvre pour 4,2 fois lorsqu'on est assis sur les WC. Ajoutez à cela une condition cardiaque à chier, eh bien vous avez votre risque de calancher en allant changer l'eau des poissons. Bon, eh bien notre ami Elvis, il avait un cœur pourri et une constipation de ses grands morts, du coup il avait le cocktail parfait pour faire le commodé cardiaque. Si le sujet vous intéresse, il y a cette publication de 2016 dans le Journal of Forensic et de façon pittoresque, vous avez des photos de gars morts sur leurs chiottes. Ah, la médecine légale, cette poésie. Non, je suis désolé, il y a trop de clampins qui se disent poètes, qui sortent la licence poétique dès qu'ils pondent trois merdes que personne comprend. Bon, on retrouve quand même un profil plutôt masculin dans la soixantaine et presque 70% de maladies cardiovasculaires. Donc on résume, en poussant comme des chevaux sur les cabinets, vous augmentez la pression intra-thoracique et intra-abdominale. S'ensuit une élévation de votre pression intra-artérielle. Bon du coup, s'il y a des fragilités, ça peut péter. Et là, bim, game over. L'élévation de cette pression, si elle est trop forte et surtout si vous avez des problèmes de valve, vous pouvez carrément désamorcer la pompe cardiaque et bim, encore game over. La baisse du débit dans les coronaires peut entraîner sur un muscle cardiaque abîmé de la souffrance et des troubles du rythme et là, bim, re-game over. La chute trop importante du retour veineux au niveau du ventricule droit peut désamorcer encore le cœur et bim, encore game over. L'activation du réflexe vague, le cœur s'arrête et s'il est déjà un peu daubé, il repart pas et donc encore une fois, game over. Alors au-delà de la manœuvre de Valsalva, d'autres équipes ont pointé d'autres causes de mortalité dues à la défécation. Dans cette étude, presque un quart des patients ont développé une embolie pulmonaire pendant qu'ils activaient la machine à churros. Cette publication du journal Chest, une très sérieuse et très prestigieuse revue cardiothoracique, suggère que chez les patients à risque ou atteints de thrombose veineuse profonde, les manœuvres de Valsalva vont mobiliser plus facilement les caillots et augmenter le risque de faire des embolies pulmonaires. Bon, je vous ai bien fait flipper, là vous allez plus du tout avoir envie d'aller aux chiottes, avoir peur de crever dessus. On va tous crever, on va tous crever. Alors, pas d'inquiétude, mais voici quelques conseils pour améliorer votre défécation et éviter ainsi l'affront d'avoir écrit mort sur le trône sur votre épitaphe. Love me tender, love me sweet, never let me go home. Premièrement, vous l'avez compris, il faut lutter contre la constipation. Si vous devez faire décoller une Saturn V à chaque fois que vous allez au GOG, il va falloir trouver une solution. Manger des plaquettes de beurre ou sucer des barres de métro parisien, il paraît que ça fluidifie le transit. Ce médicament ne dispense pas d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Tout médicament peut exposer à des risques paralysants votre pharmacien. Il faut adopter un régime riche en fibres, donc en fruits, en légumes entiers, à limiter les aliments qui constipent, comme le riz, la viande rouge ou encore les bonbons. Enfin ça, vous verrez un tas de sites pour vous apprendre à faire caca mou, c'est pas le sujet de cette vidéo. Parlons plutôt de la bonne position pour déféquer. Je vous le disais plus haut, la défécation est un acte complexe, mettant en jeu un certain nombre de muscles et de nerfs. Bon, je vous le dis, on défèque comme des merdes. Quand je dis on, je parle de nous les occidentaux et de nos chiottes en forme de chaise. Dans ce travail qui date de 2010, les auteurs ont comparé 3 positions pour déféquer. La position normale, la position avec les hanches en flexion et la position de squat. Les résultats sont sans appel. La pression abdominale est moins élevée en position de squat. L'angle anorectal, très important pour l'alignement de la filière et pour l'exalération fécale, était de 126 degrés en position de squat, versus 100 degrés en position normale et 99 degrés en position de flexion des hanches. Cet angle anorectal bien ouvert permet un meilleur alignement des planètes fécales. Mais c'est pas tout. En position de squat dans cette étude, il vous faut moins de temps et moins d'efforts pour démouler votre cake. Qui dit moins d'efforts, dit moins de poussée, du coup moins de risques. Alors bon, faites installer des chiottes à la turque chez vous si vous êtes flippé, ou alors montez sur la cuvette pour vous mettre en position de squat. Putain, il est fort ce con. Bon, faites gaffe quand même après parce qu'il y a d'autres raisons de mourir sur les chiottes. On trouve aussi des choses un peu folkloriques,
comme des toilettes qui explosent à cause d'un système de chasse d'eau défectueux, à cause d'araignées vivantes sous vos chiottes. Il y a d'ailleurs un album de country australienne là-dessus. Et c'est sans parler du papier cul avant les années 30, dans lesquels on pouvait trouver des échardes. Sinon, il y a ce jeune de 20 ans qui s'est littéralement cramé le postérieur en jetant sa clope dans la cuvette alors qu'il était paré au décollage. Il avait jeté un fluide inflammable un peu plus tôt et ce dernier a pris feu. C'est ce qui s'appelle littéralement avoir chaud. Dans notre histoire, on a d'autres morts plus ou moins célèbres en rapport avec les toilettes. On a par exemple Godefroy le Bossu, duc de Basse-Lorraine, qui est mort en 1076, empalé par un assassin qui s'était caché dans ses chiottes. Le gars s'était posé au KLM dans les latrines et lui a enfoncé son sabre dans le... on a encore Gigi Sestone dans Les Sopranos, qui lui aussi a calanché sur les toilettes. Jesus. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous d'être un peu plus nombreux à nous suivre chaque jour. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. A bientôt sur Doc & Roll. Keep on healing, keep on rocking.